Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. C'est lors de notre discussion économique. En juin dernier, il y a un sondage qui est paru dans le Journal de Montréal mentionnait que 50% des Québécois vivent avec de l'anxiété financière. On va essayer d'en apprendre davantage et de comprendre pourquoi avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de Patrimoine. Salut Jean-Sébastien. Salut Jean-François. Donc, faisons un petit tour des chiffres parce que moi, je les ai vus, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices, là, il y a quand même des chiffres très révélateurs là-dedans. Oui, tout à fait. C'est un sondage qui a été réalisé auprès de 2000 quelques répondants. Puis on ne regardera pas toutes les questions, mais il y en a trois qui m'ont revenu puis sont quand même assez. Ça parle quand même pas mal. Tu l'as dit en entrée de jeu, là, 50% des gens qui vivent de l'anxiété financière. Fait que c'est quand même pas rien. Là. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Dans les questions, il y en a une qui me frappe un peu plus. Disposez-vous de 5 000 $ en épargne pour faire face à des imprévus? C'est le fameux fonds d'urgence. Il y a quand même, Jean-François, 36% des gens qui ont répondu non. Puis on le sait aujourd'hui, là, on est plus dans les années 80. Là, 5 000 $, ça peut être vite dépensé. Là. Je pense à un réfrigérateur, je pense à un petit dégât d'eau. C'est pas long qu'on arrive à 5 000 $. Puis ça, 5 000 $, ça veut pas juste dire dans notre compte de banque. Là. Ça peut vouloir dire un CELI, un REER, quelque chose qu'on peut sortir en cas d'urgence. Là. Je sais pas comment les gens ont répondu à cette question-là, parce que c'est des questions assez simples, mais il y a probablement des gens qui ont dit j'ai de l'argent dans mes REER, fait que mais on s'entend entre toi et moi qu'un REER, c'est pas un fonds d'urgence, parce qu'il faut que je m'impose sur un retrait. Fait que probablement que la proportion, si on avait mieux posé la question en disant est-ce que vous avez un 5 000 $ liquide en disponible liquidité, rapidement? Là? Exact. Je suis pas mal sûr que peut-être que le 36% aurait augmenté un petit peu plus. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Ce qu'on dit, là, c'est l'Institut de la planification financière au Québec. Ce qu'ils disent, c'est d'avoir un 3 à 6 mois d'argent liquide de coût de vie pour faire face à des imprévus. Donc, on s'entend 5 000 $, c'est en bas de ça, là. Mais 3 à 6 mois, c'est quand même du sport, là. C'est pas facile d'avoir 3 à 6 mois. Là. De cash, on s'entend. Là, c'est de la liquidité accessible. 6 mois, je trouve ça poussé. 3 mois, évidemment, c'est pour faire face à des imprévus. Exemple, une perte d'emploi. Si j'ai une perte d'emploi, je tombe sur le chômage, une maladie. 3 mois, c'est quand même assez raisonnable de penser ça. Difficile à atteindre, par contre. Non, on est tous d'accord que dans le scénario idéal, on aurait 3 mois devant de nous où on peut, pas travailler pendant 3 mois puis que tout roule comme si de rien n'était. Mais après ça, le faire, surtout quand, avec le prix des maisons, avec les taux d'intérêt, la petite famille, etc., là, c'est pas facile. Il y avait aussi la statistique là, qui revient souvent, là, un petit peu que je la retrouve, sur vivez-vous d'une paye à l'autre? Il y avait quand même 37% des gens qui ont dit oui. Donc, si la paye ne rentre pas, ça marche pas, là. Ben oui, fait qu'on parle de fonds d'urgence, de constituer un fonds d'urgence, mais si je vis de paye en paye, ça devient assez difficile de construire un fonds d'urgence. Fait que 37% qui vivent vraiment de paye en paye. Donc, on s'entend, ça prend pas de bug du système de paye de mon entreprise. Sinon, là, je tombe sur le crédit directement. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes, 37% là-dessus. Ça vient chercher ceux qui n'ont pas 5 000 $ de liquidité. Donc, c'est vraiment une corrélation à faire entre cette catégorie de personnes-là. C'est pas mal le même chiffre. Il y avait aussi, là, avez-vous peur de manquer d'argent? Il y a 41% des gens qui ont dit oui pour vos dépenses courantes. Et est-ce que vous avez un budget? Il y a 40% des gens qui ont dit oui. Ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui n'ont pas répondu ou qui n'avaient pas de budget. Mais une fois qu'on a vu tous ces chiffres-là, là, c'est bien beau, c'est un peu déprimant. On fait quoi là, pour la suite? Ben, je pense qu'il y a deux façons de le voir, là, parce que, tu sais, au Québec, c'est facile de critiquer. On a la critique facile. Ah, ça marche pas bien, ça marche pas bien. Mais à un moment donné, il faut trouver des solutions. Mm-hmm. Là, dans les solutions, si on parle à long terme, moi, je pense que c'est clairement l'éducation financière. Je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation financière. Tu sais, toutes les chroniques qu'on fait, qu'on apprend des choses aux gens, souvent, c'est des affaires qu'on va discuter, moi et toi, Jean-François, des affaires très basiques. Fait qu'on s'entend que ça, c'est des choses qu'on devrait savoir. Tu sais, il y a une grande quantité de Québécois qui sont pas capables de faire leur déclaration fiscale, mais on est tous obligés de faire nos déclarations fiscales. Par contre, on connaît tous le théorème de Pythagore, mais nos déclarations fiscales, on les... Fait, tu sais, il y a peut-être un enjeu au niveau de l'éducation financière, peut-être avoir. Toi, tu veux dire à l'école, là. Éducation, tu veux dire à l'école. Je pense que ça commence à l'école, tu sais, sans nécessairement devenir des fiscalistes ou des planificateurs financiers en sortant de l'école, mais tu sais,
connaître la base 101. Puis le gouvernement a fait des réformes dans les dernières années à ce niveau-là. Et je me souviens, au départ, on avait lancé ça, puis le problème, c'est on a dompé des programmes pour les enseignants. Fait que, on rajoute une charge à des enseignants qui sont déjà à pleine capacité, même déjà au-delà de leur capacité maximum. Au départ, c'était les profs de mathématiques qui devaient rajouter ça dans leur cours, en fait. Donc, on rajoutait ce volet-là. C'est pas parce que tu es bon en mathématiques que tu es nécessairement bon dans une planification financière ou expliquer comment faire ton rapport d'impôt ou les TPS, TVQ ou peu importe. Ben, c'est vraiment un bon point parce que c'est pas des experts. Puis là, quand les profs de mathématiques ont pas eu assez de temps pour ça, ça a été transféré dans tout le volet des sciences sociales, donc les profs d'histoire et tout ça. Fait que là, c'était rendu des profs d'histoire qui vont donner des cours sur la finance personnelle. Mais les profs d'histoire, ces gens-là, ils font partie des sondages du départ aussi qui ont de l'anxiété financière. Fait que, quelqu'un qui a de l'anxiété financière, qui vit de paye en paye, je suis pas certain, mais je suis pas sûr que c'est la bonne personne à mettre devant les étudiants pour leur apprendre qu'est-ce que c'est une carte de crédit. Tu sais, Jean-François, il y a des gens au Québec qui pensent que faire le paiement minimum d'une carte de crédit, ça t'évite de payer des intérêts. Or qu'au final, quand tu fais le paiement minimum, tu payes presque juste des intérêts. Donc, il y a un niveau d'éducation qui est très bas au Québec, malheureusement. Oui, puis moi, je me souviens, on avait fait ça dans mon cours, là, je suis un peu plus vieux, là, mais de FPS. Là, en secondaire 2, on nous apprenait ça, le budget. Ça, c'était peut-être de bonne heure aussi pour... c'est loin, là, l'achat d'une maison, puis ton rapport d'impôt, puis tu n'as même pas commencé à travailler vraiment encore. Tu sais pas c'est quoi qui est enlevé sur ta paye. S'il y a de quoi, tu passes le journal, puis c'est à peu près tout. Peut-être que c'est un cours qui devrait être... Puis peut-être que ça l'est maintenant, là, avec les années, qui est donné un petit peu plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité qui reviendrait aussi aux institutions financières? Tu sais, on est partant pour t'ouvrir un compte de banque. C'est super facile d'avoir une carte de crédit, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit... part de responsabilité pour eux aussi, là? Je pense que oui. Puis les institutions financières, dépendant lesquelles ils le font. Le problème avec les institutions financières, c'est qu'ils ont toujours un objectif à but lucratif. T'sais, là, on veut éduquer les gens. L'institution financière, elle a toujours un produit à vendre. Puis, ils le font de bon cœur. Des grandes entreprises comme Desjardins qui donnent énormément à tout le Québec. Mais au final, il y a un produit à vendre. Est-ce que c'est eux qu'on veut vraiment qui éduquent? Je ne sais pas. Probablement que ça peut être intéressant qu'ils font partie de l'équation. Mais en réalité, dans les missions, l'Autorité des marchés financiers a dans sa mission d'éduquer la population québécoise. Donc, l'Autorité des marchés financiers a quand même un rôle important à jouer là-dedans. Ça pourrait peut-être par exemple, embauchant des experts, des pigistes qui vont travailler justement dans les écoles en donnant des conférences ou en fabriquant peut-être du matériel pédagogique adapté aux jeunes. Ouais, parce que des vidéos accrocheuses, avec de l'animation, avec des sites Internet, là, des affaires qui leur parlent. Des 30, des 40 secondes sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui s'éduquent avec ça. Puis si ça m'intéresse, le 30 ou le 40 secondes sur TikTok, bien là, je vais cliquer, puis là, je vais avoir peut-être une formation de 30, 45 minutes. Tu sais, quelque chose qui est plus dans la réalité des jeunes d'aujourd'hui, parce que si tu vas sur le site de l'Autorité des marchés, tu vas trouver panoplie de matériel pédagogique. Mais la réalité, c'est que le matériel, le stock, il est là, mais c'est la communication de ce matériel-là qui fait la différence. Oui, puis de la paperasse, là, que ça prend 8 ans à lire, il n'y a pas grand jeunes qui vont se mettre à ça. Les compagnies pourraient en offrir davantage aussi à leurs propres employés. Là. Ça sauverait sûrement des problèmes plus tard. Tu sais, évidemment, je parle pas de un petit dépanneur, là, mais des grosses compagnies qui engagent beaucoup d'employés, ça serait la moindre des choses de leur expliquer, des fois, ils ont des fonds de pension, qu'est-ce qu'ils ont le droit, à quoi ils doivent faire attention, comment ils peuvent se projeter dans l'avenir, etc. Vraiment. Puis là, on parlait des plus jeunes. Pour les gens actuels, parce que oui, les plus jeunes, on s'entend que c'est le futur, mais aujourd'hui, il y a quand même des gens dans trentaine, dans quarantaine, dans cinquantaine qui doivent avoir une meilleure littératie financière. Je pense que les entreprises aujourd'hui, les grosses entreprises doivent investir un pourcentage de leur masse salariale en formation. Donc, si on les oblige à avoir une certaine catégorie de formation, dont par exemple la retraite ou juste les finances personnelles 101, 201, je pense que les entreprises pourraient faire quand même une grande différence, là, que ça soit tu as parlé un peu tout à l'heure, les grandes entreprises, même le gouvernement en soi dans ses employés. Il y a beaucoup de gens qui comprennent même pas leur fonds de pension.
Et la semaine dernière, Jean-François, on a fait une chronique sur la Régie des rentes du Québec. C'est la fois qu'on a fait une chronique ensemble que j'ai eu le plus de commentaires. Puis il y a beaucoup de gens qui allaient plutôt dire, ah ben, c'est quand même une taxe, mais en réalité, c'est un investissement. Donc, tu vois quand même qu'il y a un niveau de connaissance qui est bas. Je pense que c'est important d'investir là-dedans parce que ça fait partie intégrale de l'économie du Québec. Puis ce savoir-là, moi, je suis convaincu que si le savoir est plus élevé, on va régler d'autres problèmes au niveau de la santé financière des gens. Puis on verra plus de sondages où il y a 50% des gens qui sont anxiétés, qui ont de l'anxiété par rapport à leurs finances personnelles. C'est sûr que ça va diminuer si les gens sont éduqués. On le voit, 40% des gens ont un budget. Les gens sont anxieux, mais on prend même pas le temps de faire un budget. Puis on dit, mais les gens, ils ont le choix à faire un budget, mais il faut qu'on leur montre comment faire. Il faut qu'on leur montre c'est quoi le potentiel d'avoir un budget. Fait que je pense qu'on en a beaucoup à faire, mais il faut commencer quelque part. Ouais, puis des fois, on a un drôle de rapport, je trouve, aussi au Québec. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis j'aime ça quand mon comptable ou mon conseiller financier me dit, mettons, ah non, toi, rendu à ton âge, c'est ça que tu devrais prendre comme produit. Puis là, des fois, tu en jases avec du monde, ils font, toi, puis tes petites passe-passe. C'est pas une passe-passe. Je te donne l'exemple des rayés. Tu sais, moi, quand mon conseiller m'a dit, la première chose à prendre, c'est les rayés pour les enfants, parce que tout de suite, le gouvernement te donne un pourcentage. Donc, il n'y a pas aucun autre produit qui va t'offrir ça dans la première année. Puis là, tu fais, oui, c'est plein de sens, mais c'est plate de se le faire dire quand ton enfant a 14 ans. Tu sais, on aurait voulu le savoir quand notre enfant avait 1 an, puis on aurait pu mettre plus d'argent pendant tout son parcours scolaire. Bref, il vaut mieux savoir les choses en amont. Puis l'autre affaire, puis on va se laisser là-dessus, c'est qu'il faut en jaser dans les familles aussi. Mais bon, on sent qu'on a de la misère au Québec à discuter finances, à discuter argent. On dirait que aussitôt que quelqu'un, on a l'impression qu'il y a de l'argent, on n'aime pas ça. S'il nous donne des trucs, on a l'impression que c'est pas légal, là, puis que c'est des passe-passe de paradis fiscal. Mais il faut en parler avec nos enfants. Si nous, on l'a appris trop tard, n'hésitez pas à le dire aux plus jeunes comment ils peuvent mieux investir, puis avoir plus pour leur argent. C'est juste ça, dans le fond, le but. C'est culturel au Québec, qu'on n'aime pas parler d'argent. Il y a une jalousie aussi malsaine avec les gens. Olivier Primo, que tu connais, qui est un entrepreneur quand même à succès au Québec, parlait de ça dernièrement, justement, disait que les gens avaient une jalousie envers les gens qui réussissent bien. Puis au contraire, ces gens-là qui réussissent bien, mais souvent, c'est eux qui vont créer des emplois pour tout le monde. Donc, on a besoin de ces gens-là. Puis le fait d'être jaloux, ça risque de nuire à long terme à l'innovation puis à ces gens-là parce qu'ils ont peur de se lancer, parce qu'ils ont peur du jugement des gens. Donc, en réalité, les gens, l'argent, ça fait partie de notre day-to-day. Fait que c'est important d'en parler. Puis je pense que plus qu'on en parle, plus qu'on comprend. Puis si on comprend bien le système, tout va aller d'une meilleure façon. En général, évidemment, on ne changera pas le monde, mais si on augmente un peu le niveau de la littératie financière, je pense que ça peut juste aider. Oui. Puis si c'est bon pour la personne qui fait 100 000 de placer son argent à tel endroit, c'est bon aussi pour la personne qui a 10 000 de côté. Les rendements sont les mêmes, peu importe ce que vous avez dans vos poches. Il ne faut pas être gêné d'aller voir un conseiller, d'aller voir notre institution bancaire, puis dire comment je peux mieux organiser mes affaires. C'était très intéressant, encore une fois, aujourd'hui. Merci, Jean-Sébastien. Donc, Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. On se reparle plus tard cette semaine. À plus tard.